Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h au Bénin. Dans le sommaire, nous irons à la découverte des réalités du métier de conducteur de taxi-moto dans nos régions. Comme vous pouvez l'imaginer, les réalités ne sont pas les mêmes. Autant la désignation, les couleurs varient, autant le mode opératoire est différent d'une localité à une autre. Le métier de conducteur de taxi-moto à Nati Tengou à découvrir dans ce 13h au Bénin. Et puis du côté de la ville de Parakou, c'est plutôt la naissance d'un nouveau parti politique qui nous intéressera dans ce 13h au Bénin. La Nouvelle Alliance, c'est le nom du parti. Enfin, bien loin du Bénin, présidentielle au Cap-Vert, la CEDEAO et l'Union africaine présentes dans le pays se sont rencontrées pour échanger les points de vue sur le déroulement du processus électoral avant le scrutin et parler justement des perspectives sur la suite de l'opération. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous et merci d'être avec nous dans ce 13h au Bénin qui nous amène à la découverte des réalités du métier de conducteur de taxi-moto dans nos régions. Après donc Cotonou, Lokossa, nous mettons le cap sur Nati Tengou pour revenir ensuite à Porto-Novo où nous verrons le côté obscur de ce corps de métier. À Nati Tengou, ils sont d'une aide capitale à Nati Tengou et tout le monde le fait recours pour joindre tel ou tel autre lieu. Les conducteurs taxi-moto dans la cité des Nanto rendent des services aux populations de par le travail quotidien. Comme vous pouvez donc l'imaginer, les réalités ne sont pas les mêmes. Autant la désignation, les couleurs varient, autant le mode opératoire est différent. Abdou Sabi Idrissou et Régis Hippolyte Agossou nous amènent dans leur aventure en ce qui concerne la réalité de ce métier à Nati Tengou. Communément appelé Zé, à Nati Tengou, comme dans plusieurs localités du département de la Takora en général, les conducteurs de taxi-moto de la cité de Nanto sont non seulement reconnus par le maillot aux couleurs nationales, mais aussi et surtout par les motos utilisées pour le travail. À Nati Tengou, c'est les motos Yanana qu'on utilise. Et les gens de Nati Tengou n'aiment pas les motos embrage, surtout Bajaj. Ils n'aiment pas les motos Bajaj, c'est les Yanana. Si on utilise Bajaj, on ne gagne pas les clients. Moi-même, je suis venu trouver comme ça. Et moi-même, j'ai pris Yanana et j'utilise. À Nati Tengou, notre couleur, c'est le drapeau du Bénin. Vert, jaune, rouge. Donc le vert est complet et le jaune est coupé en morceaux, collé derrière et l'écriture est en rouge. Mais comment devient-on de façon légale conducteur de taxi-moto à Nati Tengou? Le deuxième étude de métier aussi comme tous les autres. Avant de commencer ça, il faut d'abord s'approcher du tel supérieur et demander des renseignements parce qu'il y a des papiers qu'il faut fournir. Je suis allé voir le président de mon association qui m'a donné une fiche que j'ai payée. Après cette fiche-là, je suis allé acheter le maillot à 2000 et je suis allé à la mairie, j'ai eu le numéro à 5000. Après ce préalable, l'individu identifié à la mairie par son numéro retourne vers son association qui devra désormais répondre de lui pour une enquête de moralité et d'éventuels conseils de bonne conduite en circulation. Quand il vient là, nous, le quartier où il habite, on nous pose toutes ces questions. On prend toutes les informations là sur le papier. Et ici, on prend son contact et contact d'un voisin, d'un parent, on prend ça. Avant, les sécurités le prennent et ils lui montrent le code. Un peu pour voir s'il met, il nous dit prends-moi. On lui dit prends ça, c'est interdit. Il prend, on l'amende. Maintenant on le revient, on l'amène à la raison de la manière il faut rouler sur la voie. À ce stade, l'intéressé peut signer un contrat avec un particulier qui lui laisse une moto en travail payé. En ce qui concerne le travail payé, je crois que l'individu s'entend avec le propriétaire qui peut l'acheter la moto à l'état nouveau. Là, il lui remet la moto, ils s'entendent, c'est-à-dire j'ai un contrat à durée déterminée. Peut-être les contrats vont être de 11 mois à 1 an. Donc il vous remet la moto, vous travaillez et vous lui rendez compte par jour. Ça dépend du prix que vous vous êtes fixé pour que vous finissiez votre contrat à temps. Il y a des moments où la moto se gâte
Et lorsque la moto se gâte, que vous êtes en contrat, c'est votre problème. C'est vous qui payez les frais de réparation chez le mécanicien. Le propriétaire, ce n'est pas son problème. Lui, il est assis, il attend ses 2000 francs par jour. Mais lorsque vous démarrez une activité, aussi petite ou aussi grande qu'elle puisse être, ça dépend de ce qui vous amène dedans. Et si vous savez que vous devriez manger dedans, vous devrez vous nourrir dedans, vous devrez vous soigner dedans, vous devez vous donner. Des contrats souvent difficiles à gérer, mais qui n'empêchent pas les émigrants de s'en sortir. Moi, je suis conducteur de taxi moto. Mais tenez-vous tranquille, je ne me plains pas. Parce que j'ai le minimum. Et pour moi, lorsqu'on a le minimum, on peut dire qu'on est heureux. C'est vrai, tous les jours, ce n'est pas rose. Mais j'ai le minimum parce que je peux manger, je peux nourrir ma petite famille, je peux me soigner, je peux me vêtir. Donc j'ai le minimum. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais je remercie Dieu. Mais dans ce grand nombre de conducteurs de taxi-moto à Nati Tengou se trouvent des brebis galeuses. Certains manquent de franchise et d'autres d'hygiène. Il y a d'autres qui ne sont pas du tout propres. Quand il te prend, tu veux vraiment vite arriver là où tu vas et descendre. Parce qu'il n'est pas propre. Il y a aussi l'odeur corporelle. Il suffit seulement qu'il respire là, tu es dégoûté. Deux personnes auront le même numéro. C'est très dangereux. Si tu prends un client par exemple, et tu disparais avec le colis du client, il vient donner le numéro. On regarde, on voit que celui qui a le vrai numéro n'est même pas concerné. Alors que celui qui a le faux numéro, lui disparaît dans la nature. Aussi dégoûtantes que soient ces attitudes de certains qui tentent de ternir l'image de la masse, la plupart des émigrants de Nati Tengou vivent dignement de leur métier. Et malgré les taxes annuelles qui les font courir ça et là en fin de chaque année, ils arrivent à tirer leur épingle du jeu et deviennent, au bout d'un an ou plus, propriétaires de motos. Et puis nous restons à Nati Tengou pour retrouver donc Régis Hippolyte Agossou. Bonjour et merci d'intervenir dans ce 13h au Bénin. Oui, bonjour Eric Teketenan. Alors, on les désigne comment à Nati Tengou, les conducteurs de taxi-moto? Voilà, merci. Pour appeler un émigrant à Nati Tengou, il faut juste, en le voyant crier D. Ils sont plus collés à cette appellation que d'autres. Voilà. Quand tu dis émigrant ou quelqu'un non, comme ailleurs, ils risquent de ne pas te répondre. Ils sont juste collés à ce nom-là. Et rares sont ceux qui acceptent ces émigrants, surtout ceux qui sont venus du sud. À part ça, il suffit de dire et c'est fini. D'accord. Alors, dans le reportage, on a remarqué qu'au niveau des couleurs, par exemple, c'est le vert dominant. Et puis, il y a après un peu de jaune et puis le rouge après. Alors, est-ce qu'il y a une autre particularité? Oui, il n'y a pas la couleur nationale qui est représentée dans leur tenue. Il y a juste la moto qui est utilisée ici pour faire ce travail-là. Et contrairement à ailleurs, ce sont les motos d'âme appelées communément Djenana. C'est ça que les conducteurs de taxi-moto utilisent ici à Nati Tengou. D'accord. Alors, à Nati, est-ce seulement dans le centre-ville de Nati que les émigrants exercent leur métier? Non. Il y en a qui ont fait l'expérience des voyages. Et quand on dit les voyages, c'est-à-dire qu'ils prennent des clients qui vont loin de Nati Tengou, dans les périphéries par exemple, et comme Tangueta, Bukumbe, Kouandé, Péonko, Kérou et autres. Surtout les localités où les taxis n'ont pas accès. Voilà, donc ils décident eux d'aller vers ces localités-là. Alors, dans ce choix, est-ce que c'est plus rentable pour eux, c'est ça? Bon, il y en a qui ont dit oui, que c'est rentable. Parce que eux, ils disent circuler 1 heure à Nati Tengou où il y a assez de émigrants, assez de circuler 1 heure à Nati Tengou, à peine ils auront 1000 francs comme revenu. Alors que quand vous allez dans les autres localités, surtout, il n'y a pas de taxi pour aller dans ces localités-là. Et les clients ne sont plus exigeants. Quand ils sont pressés, par exemple, ils veulent aller juste pour une activité et faire aller-retour. C'est plus rentable. Tu peux aller, au lieu de passer 1 heure à Nati Tengou à n'avoir que 1000 francs, tu peux aller dans une localité, aller-retour et trouver 5000
6 000, voire 10 000, il suffit que la localité soit entravée ou pas. Donc voilà les spécificités de Nati Tengou. Mais s'éloigner du centre-ville, y a-t-il des difficultés à cela? Pardon? Est-ce que le fait qu'il faut s'éloigner du centre-ville, est-ce qu'il y a des difficultés à ça? Voilà, il y a assez de difficultés. Voilà, il y a trop de difficultés. Par exemple, si vous allez dans une localité très loin quelque part, au milieu de nulle part, et que vous avez crevaison, vous êtes obligé, avant de trouver un vulgarisateur, vous êtes obligé, avec les bagages du client, de traîner la moto. Et vous ne pouvez pas imaginer tout ce qui peut se passer. Il y a aussi les pannes bêtes, comme on le dit souvent, quand vous n'avez pas fait attention et que vous avez manque d'essence en chemin, au milieu de quelque part où il n'y a pas d'essence, vous êtes obligé de pousser la moto. Maintenant, ce qui est un peu plus grave, c'est le cas des braquages. Vous allez, comme on sait qu'à ces endroits-là, il n'y a pas souvent du monde, vous tombez sur quelqu'un qui vous guette, lui il est là, il sait que quelqu'un va passer. Donc si vous tombez dans ces embuscades-là, c'est à vos risques et périls. C'est très fatal pour eux. Il y a eu des périodes ici où on a en moins d'un mois eu près de 6 braquages des morts d'hommes. Je vois, donc le risque est vraiment énorme quand on s'éloigne du centre-ville. C'est énorme, mais ça paye. Voilà. D'accord. Alors les prix, au niveau les prix de transport hors ville varient d'un conducteur à un autre certainement. Les prix ne sont pas harmonisés. Alors sommes-nous en face, je dirais, d'une mauvaise organisation? Non, c'est pas une mauvaise organisation. Vous voyez, même ailleurs, on ne peut pas dire quitter tel endroit pour tel autre. C'est un prix standard, pas comme les véhicules, non. Ça dépend du client. Donc, des fois, on vous taille votre prix. Et quand on voit la tête du client, on dit, bon, là. Maintenant, c'est vrai, en eux-mêmes, ils ont les prix. Maintenant, s'ils te disent, ils veulent aller peut-être à Boukombe, ils te disent 2000 ou 3000, alors que lui-même sait qu'avec 1500, il est satisfait. Si tu prends à la part, c'est fini. Donc, c'est personnel. C'est chacun qui négocie son prix. Donc on ne peut pas dire que ce n'est pas organisé, c'est bien organisé, mais c'est chacun qui gère son marketing, c'est chacun qui gère son business. Allez, merci beaucoup Régis Hippolyte Agorsou et bonne suite de journée à vous à Nati Tengou. Et puis nous continuons de découvrir la réalité de ce métier dans d'autres localités. À Porto-Novo, par contre, même si ils sont très indispensables dans le transport urbain, c'est aussi un corps qui a ses côtés obscurs. Tenez-vous tranquille et vous verrez justement les images. Et pour lutter contre la fatigue et conduire plus longtemps, nombreux sont ces étudiants qui ont recours aux produits psychotropes. Et quelle est l'ampleur du phénomène et quelles en sont les conséquences? Les étudiants et produits psychotropes, une liaison dangereuse, signée Aïma Rodon. Dans la ville de Porto-Novo, ils sont identifiables à leur uniforme de couleur bleue. Eux, ce sont les conducteurs de taxi-moto, communément appelés étudiants, qui prennent une part importante dans le transport urbain. Un métier que beaucoup de jeunes de Porto-Novo et des périphéries ont embrassé, faute du mieux. Celui qui vient dans Zémian, ce n'est pas par plaisir. C'est quelque chose qui a laissé les rentrer dedans. J'ai étudié un peu. Comme on le dit, c'est le temps où le recrutement s'est arrêté. C'est là où nous on est arrivé, on a laissé. Un chauffeur, nous avons nous dalo quelqu'un. Quoi faire? Les gens qui ont été les mado mi marché romo. Bon moi donc et moi na tenté zemi ya okun ba kondo. Et na marché. Faute du mieux donc, ils sont devenus des étudiants, mais le métier est bien difficile. Conduire à longueur de journée, sous le soleil, le vent, la pluie, dans les trous, finit par déteindre dangereusement sur la santé, ont-ils confié. Zémidian, il m'a bien na yendu kona ovi. Puisque Edouard Bodin, Zémidian ni me bon domaine, mi no bon domaine, mi no bon poussière, mi no bon azizon. Je kunja mi demain, ma do choix. Zémidian Edouard ouvert, et maintenant nous béton qui vient tomber demain. Donc nous dit quoi? Parce que Agbassa vivait une Zémidian de commune. Agbassa 6 ans ouais. Alors Zémidian ouvert, allumayo midi. Agoma agbon domaine qui kunja de ando changement andi de pour
agora eu belei no fatigue bi compre assimento dele a dar na meso e tin fo donc mais ka deboye asonde ma ko to meni ada vous mi jaro. Face à la pénibilité du métier, les conducteurs de taxi-moto ont bien des secrets pour tenir le coup et se sentir d'aplomb même après de longues heures de conduite. Pour beaucoup, les produits psychotropes, tramol, tramadol, mélangés à d'autres décoctions, deviennent une solution. ama ato ile bo to me gbore ama santi ni pepe azianto ke egun kaka sana kwa ina ho ile ti emoto na me amuno ama damu bo ile ti agbere ti mo ni enu kaka re ni ewa igbere yi so nbe asie to le nya fun mo so to yan ni wo me hun mi nanu na mi ero o so mo ni eton eron de dule ni ate je do me ama mo a over wa nkale do ko bula pharmacie bona si kwati ken donc on est obligé même à taille nous majorité quelqu'un à taille café Si le conducteur de taxi-moto trouve en ces produits psychotropes des effets bénéfiques, le spécialiste de la santé, par contre, les déconseille vivement. Ce sont des médicaments traditionnels, ce sont des médicaments importés de la sous-région, surtout le tramadol. Ils les consomment pour travailler de façon démesuré, pour travailler pendant longtemps et ne pas sentir la fatigue. Mais je leur dis clairement que vous êtes en danger. Vous mettez votre cerveau en danger. Vous mettez les deux reins qui filtrent les urines en danger. Vous mettez votre cœur en danger. Vous mettez le foie et le pancréas en danger. Et vous mettez votre vie en danger globalement. Et vous allez souvent faire des accidents. Parce que surexcité comme vous êtes, ou infatigable comme vous êtes, vous allez vous retrouver dans une hyperagitation, sans contrôle, à prendre trop de risques et à causer beaucoup d'accidents de voie publique. Quand vous travaillez et que vous sentez que votre organisme s'est épuisé et que vous êtes fatigué, le seul médicament contre la fatigue, c'est le repos. Deuxième chose, vous passez beaucoup de temps sur la voie publique, sous le soleil. Vous devez boire beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, il faut au minimum 2 litres au moins par jour parce que vous êtes sous le soleil, vous transpirez beaucoup, vous perdez beaucoup d'eau et beaucoup de sel, les sels minéraux. La sentence du spécialiste de la santé est sans appel. Les produits psychotropes mélangés aux décoctions qui sont vendus au coin des rues pour soi-disant lutter contre la fatigue sont dangereux pour la santé et les étudiants sont invités à en tenir compte. Et puis parlons un peu politique à présent. Actualité oblige, la marche vers la mise ensemble du bloc républicain et de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est consacrée ce samedi 16 octobre au siège du parti bloc républicain. S'est déroulée une séance officielle entre les leaders des deux partis politiques. On fait le point avec Asiongbo Kayan Siongbo, Moufli de Sabouran. C'est fait. La mise ensemble du bloc républicain et de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ceci intervient au terme des négociations puis de l'accord de leur mise ensemble entre la présidente du Haut Conseil de l'UDBN, Claudine Afiavi-Prudencio, et le secrétaire général national du BR, Abdoulaye Biochane. Avec cette fusion, Claudine Afiavi-Prudencio est convaincue que le bloc républicain sera le plus grand parti politique du Bénin. Le bonheur qui nous unit aujourd'hui est un bonheur que je souhaiterais qu'il dure, je ne vais pas dire dans le temps, mais qu'il dure aussi longtemps que possible. Nous sommes venus au bloc républicain pour changer de rang au bloc républicain, parce que notre souhait, c'est que le bloc républicain soit le premier parti au Bénin. Voilà qui marque la détermination des deux partis politiques à devenir un. Et désormais, c'est le bloc républicain. Toutes choses qui réjouissent le secrétaire général national du parti, Abdoulaye Biochane. Cette réunion de cet après-midi est une étape
presque ultime de l'engagement que nous avons pris en commençant les négociations bipartites pour la mise ensemble des deux partis. Et notre objectif est commun, c'est celui que vient de rappeler Mme Prudencio, c'est de faire du Bloc républicain le premier parti du Bénin pour faire la politique autrement. Ce parti est désormais un peu plus grand, ça nous impose davantage de discipline, ça nous impose davantage d'envie de grandir et c'est à chacun de nous de faire un effort pour que ceci arrive effectivement. En confirmant la face du monde de leur acte, les instances dirigeantes s'engagent à œuvrer pour une application effective et intégrale des clauses de l'accord de mise ensemble. La Nouvelle Alliance, c'est le nom du nouveau parti politique qui a vu le jour ce samedi 16 octobre dans la cité des Koubourou. La cérémonie qui consacre la création de ce parti, dont le premier responsable est Théophile Yarou, a eu pour cadre la salle d'alphabétisation de Parakou. C'était en présence des membres fondateurs du dit parti, des représentants du parti politique invités et de plusieurs militants. Le point de la cérémonie avec Lurich Abalo. Renforcer l'unité et la solidarité nationale à travers une gouvernance basée sur le social libéral. C'est l'une des principales motivations du parti politique La Nouvelle Alliance, un parti naissant porté ce samedi 16 octobre sur les fonds baptismaux dans la cité des Koubourou, parti qui se donne pour mission de conquérir et d'exercer le pouvoir d'État. C'est ici, à la salle de l'alphabétisation, située dans le 2e arrondissement de la ville de Parakou, que les travaux du congrès constitutif du dit parti se sont déroulés. Cérémonie déroulée en présence d'un nombre important de militants, de sympathisants, ainsi que des personnalités politiques et des citoyens curieux. À ceux qui pensent que le LNA est un parti de trop sur l'échiquier politique national du Bénin, je voudrais leur répondre que le Bénin reste et demeure dans le multipartisme intégral et que nous devons user de toutes nos astuces légales pour convaincre la partie du peuple qui, depuis un moment, extériorise un gros dédain pour les questions politiques. Créé conformément à la réforme du système partisan initiée par le chef de l'État actuel, le parti La Nouvelle Alliance ne se réclame ni de l'opposition ni de la mouvance. C'est un parti politique d'envergure nationale qui se veut capable d'apporter sa contribution au développement du Bénin dans le respect des textes en vigueur. Nous ne devrions pas avoir peur des réformes si leur finalité est d'assainir ou d'améliorer l'efficacité et l'efficience dans la gestion des affaires publiques. Profitant donc de la relative accalmie que nous observons depuis quelque temps, nous nous sommes donnés comme défi de créer et d'animer une formation politique d'envergure nationale capable de franchir tous les obstacles légaux et d'apporter une contribution de qualité dans la... Invité pour la circonstance, Moustapha Orougankou, 2e adjoint au maire de la ville de Parakou et membre du parti Union progressiste, salue le courage et la vision des fondateurs de ce nouveau parti politique. Nous essayons de faire de l'Union progressiste un parti politique démocratique, ouvert et prêt à collaborer avec toutes les forces sociales qui partagent les idéaux de paix et de justice. Nous espérons vous compter parmi les forces qui œuvrent en ce moment pour la reconquête de notre dignité, de notre capacité à produire des richesses et les partager. Ensemble plus solidaires, plus forts pour des défis plus grands. C'est le slogan du parti politique La Nouvelle Alliance, parti dont le logo est représenté par une colombe blanche aux ailes pointées vers le haut, dans un fond vert.
Bien loin du Bénin, le premier tour de la présidentielle a eu lieu ce dimanche 17 octobre 2021 au Cap-Vert. Un peu plus de 393 000 électeurs sont appelés aux urnes pour élire le nouveau président de la République en remplacement de José Carlos Fonseca qui a bouclé 2 mandats consécutifs. Membre de la CEDEAO, la commission a déployé une mission d'observation pour veiller à la régularité de cette élection. La mission est conduite par le général Salou Djibo, ancien président du Niger. Christian Dandédian, Elvis Tonoucoin. C'est en vertu de son protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance que la CEDEAO a déployé au Cap-Vert cette mission d'observation électorale. Le premier tour de l'élection présidentielle dans ce pays, connu pour sa stabilité politique, retient les attentions de la communauté. La soixantaine d'observateurs à long terme et à court terme, venus des pays de la CEDEAO, s'imprègnent avant tout déploiement des spécificités électorales de l'archipel. À l'arrivée des observateurs, il leur faut un briefing. Il leur faut expliquer la situation politique dans laquelle ils veulent observer et on leur explique aussi la situation sécuritaire du pays. Ensuite, les conditions, le cadre légal dans lequel le processus est organisé leur est expliqué et les différentes étapes de l'opération électorale même leur est expliqué et c'est ce qu'on a fait. Appuyée par une équipe d'assistance technique, la mission de la commission de la CEDEAO aura veillé sur le respect des normes électorales du Cap-Vert. De même qu'elle accorde une importance au processus, l'organisation sous-régionale met un point d'honneur sur le suivi sans parti pris des opérations électorales sur des aspects politiques, civils et sécuritaires. Je puis vous assurer que votre sélection n'est pas le fruit du hasard. Vous devrez par conséquent témoigner à cette occasion par votre travail bien fait, empreint d'impartialité, mais surtout de professionnalisme, du crédit, de confiance que nous vous faisons chaque fois que vous êtes sollicité. Nous ne doutons point de vous. Les observateurs désormais bien aguerris vont être envoyés dans plusieurs régions du pays. Chacun aura apprécié de façon objective le déroulement du vote et rendre au fur et à mesure compte au centre des opérations de la CEDEAO. Salou Djibo, général et ancien président du Niger, est le chef de la mission d'observation. Je vous invite alors à travailler avec sérieux et professionnalisme dans un esprit d'équipe pour réussir notre mission. C'est là dans l'intérêt de la République de Cap-Vert et de notre communauté. La CEDEAO montre ainsi sa détermination à davantage encadrer ses États membres dans le respect des normes politiques et institutionnelles qui visent à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique de l'Ouest. Cette élection présidentielle au Cap-Vert intervient 6 mois après les législatives d'avril 2021 et met en compétition 7 candidats. Et puis on précise rapidement qu'après le scrutin, selon les données provisoires, c'est l'ancien Premier ministre José Maria Neves qui est élu au premier tour avec 51,5% des voix lors de cette 7e élection présidentielle qui s'est tenue ce dimanche. Mais avant, en mission d'observation électorale au Cap-Vert, dans le cadre de cette élection, la CEDEAO et l'Union africaine présentes dans le pays se sont rencontrés, les chefs de mission des 2 organisations, à la veille du scrutin, samedi 16 octobre, ont eu une séance de travail. Ils ont échangé les points de vue sur le déroulement du processus électoral avant le scrutin et parlé des perspectives. Cette rencontre entre les chefs de mission d'observation de la CEDEAO et de l'Union africaine pour la présidentielle au Cap-Vert se tient à 24 heures de scrutin. Les 2 délégations ayant déployé des observateurs à long terme dans le pays échangent leur point de vue sur les constats faits depuis le lancement du processus électoral. Vraiment, je suis très heureux que nous puissions échanger entre nous cet après-midi. On doit travailler en complémentarité sur le terrain. Ça nous permettra donc d'harmoniser donc nos positions, parce que nous sommes là pour une même mission et pour un seul objectif. Ça nous permettra donc de faire une observation vraiment sincère et fidèle.
Ici, comme vous allez et nous allons tous observer, les conditions sont bien créées. Le pays est apparemment paisible. Le pays est apparemment préparé. Et la session de travail que nous avons eue avec tout le monde nous confirme et m'autorise à pouvoir dire exactement que les conditions sont bien réunies pour qu'on puisse avoir une mission de succès. Dans l'ensemble, le processus suit son cours. Les observateurs à long terme de la CEDEAO et de l'Union africaine ont identifié et relevé des aspects positifs au processus, mais des situations nouvelles en inadéquation avec les règles du jeu politique au Cap-Vert suscitent la critique. Nous avons rencontré les candidats ou leurs représentants qui sont venus nous indiquer un peu les informations que nous-mêmes nous avions déjà recoupées sur le terrain. Ils nous ont indiqué leurs suspicions par rapport au processus en cours, à savoir l'utilisation des moyens de l'État pour faire la campagne électorale. C'est une élection présidentielle très attendue en raison de la situation économique désastreuse de l'archipel frappé par le Covid-19. 7 candidats sont en lice, un record dans ce pays d'environ 600 000 habitants qui n'a jusqu'ici enregistré que 4 candidatures au maximum. Le Cap-Vert présente le paradoxe d'avoir un système électoral, je dirais, admirable. Les missions de la CEDEAO et de l'Union africaine s'appuient pour veiller au bon déroulement du processus. Bien avant ce briefing, au quartier général de la CEDEAO à Praia, l'ancien président du Niger, le général Salou Djibo, chef de mission et sa délégation, ont eu une séance d'échange avec les représentants des candidats. C'était donc le compte rendu de Christian Dandédian, Elvis Tonoucoin sur cette séance de travail entre la CEDEAO et puis l'Union africaine qui s'est tenue avant le scrutin au Cap-Vert le samedi 16 octobre 2021. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin.